Les nouveaux chemins de la connaissance, du lundi au vendredi de 10h à 11h, vous sont proposés par Christine Robert, Clément Daté, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Avril Ventura, Mathilde Unger, Romain Villet, Vanina, Mozzi Conacci. Suite ce mardi d'une semaine sur Marx dans les nouveaux chemins de la connaissance après son évocation par André Tauzel. Et avant d'en venir aux premiers écrits en compagnie de Jean-François Kervégan, c'est, au mépris de toute chronologie, de l'idéologie allemande que nous allons parler aujourd'hui, en compagnie d'Isabelle Garot, qui enseigne la philosophie en classe prépa au lycée Chaptal à Paris, et qui est notamment l'auteur de L'idéologie ou la pensée embarquée aux éditions de La Fabrique, avec Isabelle Garot donc que nous allons passer les 50 minutes qui viennent. Marx était-il un matérialiste radical ou un idéaliste caché, un prophète ou un sage, le penseur d'un autre monde ou le pourfendeur de celui-ci, un humaniste confiant dans la volonté des hommes, ou un mécaniste qui, ayant cru comprendre le sens de l'histoire, déduit de ses recherches ce que l'avenir nous réserve, autant de questions et bien d'autres que nous agitons cette semaine au nom d'une mode, la mode du retour à Marx, dont il faut examiner la pertinence et analyser les conditions. Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon ou le fourniment d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte. Au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture, et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Je questionnais l'un de ces hommes et je lui demandais où ils allaient ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres, mais qu'évidemment ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupe splénétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Et pendant quelques instants, je m'obstinais à vouloir comprendre ce mystère. Mais bientôt, l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi, et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leurs écrasantes chimères. La révolution, ça veut dire révolution, la révolution, ça veut dire tourner. La révolution, la révolution, ça veut dire révolution, la révolution, ça veut dire révolution, la révolution, ça veut dire tourner. La révolution, la révolution, ça veut dire... Bonjour Isabelle Garot. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Le texte qu'on vient d'entendre n'est pas de Marx, vous l'aurez remarqué, mais de Baudelaire. Il est extrait du Spleen de Paris, c'est un des petits poèmes en prose magnifiques de Baudelaire. Celui-ci est intitulé « Chacun sa chimère » et Mathilde Unger, qui a plus spécifiquement travaillé à la préparation de cette semaine, a eu l'excellente idée, me semble-t-il, de commencer cette émission sur l'idéologie allemande par cet extrait de Baudelaire qui décrit ces hommes étranges croisés dans un désert avec une bête féroce sur le dos, une bête dont ils ne sentent pas le poids, avec le sentiment d'aller quelque part sans savoir où ils vont, et la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Est-ce que le portrait de cette humanité correspond à ce que Marx fustige dans l'idéologie allemande, selon vous, Isabelle Garot ?
Alors d'abord, je trouve que c'est effectivement un texte tout à fait extraordinaire que je n'avais plus en mémoire et qui est une espèce d'allégorie finalement qu'on peut rapprocher de la question idéologique chez Marx, et en particulier, je crois, d'une question qui est complexe chez lui, question de savoir s'il existe aussi une idéologie des dominés et pas simplement une idéologie des dominants. Et je trouve que ce texte, finalement, met en scène, met en image de façon très forte cette idée-là, avec métaphore militaire au passage, et puis avec une combinaison qu'on ressent fortement dans le texte de consentement et de coercition et de violence également. Ce que vous appelez l'idéologie des dominés, est-ce qu'on peut, pour le résumer, le dire simplement, le désigner simplement comme tout simplement la servitude volontaire, par exemple ? Alors, Ou ces hommes qui, comme dit Spinoza, combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut ? Alors pendant longtemps, je crois que dans la philosophie, dans la littérature, les choses ont été pensées ainsi, comme servitude volontaire, comme consentement qui est le produit d'un choix. Et je crois justement que l'approche de Marx va consister à repenser autrement la question idéologique, à utiliser d'ailleurs le mot idéologie pour dire quelque chose de neuf par rapport à ce qu'on avait jusque-là défini comme servitude volontaire, et penser ce rôle des idées, non pas comme quelque chose, alors après tout, c'est peut-être là les limites du texte de Baudelaire, non pas simplement quelque chose qui par sa seule force, imposerait aux individus un comportement, mais qui est un élément dans un ensemble et qui joue un rôle, qui a une fonction sociale à l'intérieur de ce que Marx appelle un mode de production. En somme, Baudelaire se fait de l'idée une représentation, j'allais dire, désincarnée, disons, abstraite. L'idée comme née d'elle-même. L'une des leçons de l'idéologie allemande, c'est d'expliciter, de mettre en évidence les conditions d'émergence des idées qu'on croit avoir presque au hasard. Oui, tout à fait. Je crois que s'il manque une chose dans ce très beau texte, ce sont peut-être les contradictions. Enfin, il manque quelque chose à Baudelaire pour être marxiste, mais bon, allez-y Isabelle Garot. Ce sont les contradictions, je crois, que Marx, en tant que théoricien, et ce n'est pas le propos de Baudelaire, en tant que théoricien, essaye d'analyser, et qu'il essaye d'analyser au cours d'un travail qui va être très lent chez lui, qui commence avant l'idéologie allemande et qui se poursuit au-delà de ce volume, et qui concerne justement la complexité des idées, la complexité de leur rôle, au-delà même de ce qui est d'abord une définition chez lui de nature polémique, disons, à l'égard d'un certain type d'idées qu'il a en vue quand il écrit l'idéologie allemande en 1945. Quand il écrit l'idéologie allemande en 1945, texte dont certains font une charnière dans l'œuvre de Marx, est-ce qu'on peut dire que le travail de Marx à cet instant, moment où il formule les linéaments, les prolégomènes finalement au matérialisme historique qui sera le sien, quand il écrit l'idéologie allemande, est-ce que son ambition est de faire la généalogie des idées, de déceler leur origine, de montrer comment elles apparaissent, quelles sont leurs conditions d'émergence, ou bien d'être déjà dans une démarche, j'allais dire, programmatique, militante, pré-capitale ? Alors, effectivement, je crois qu'il s'agit, vous avez raison, d'une généalogie, d'une démarche qui consiste à remonter d'un effet à un ensemble de causes. Et du coup, cela amène Marx à prendre comme objet la philosophie allemande de son temps et d'essayer de voir le rapport avec ce qu'il appelle la réalité allemande. D'autre part, je crois aussi qu'il y a un lien à des textes ultérieurs qui vont ensuite retravailler cette question. Pas sous forme programmatique, je ne dirais pas ça comme ça, mais tout simplement parce que la question porte avec elle un certain nombre de difficultés qui ne sont pas résolues dans l'idéologie allemande et que Marx va devoir retravailler, et qu'en réalité il va retravailler sans cesse. Mais alors, ces questions qui ne sont pas résolues, quelles sont-elles à l'heure de l'idéologie allemande, c'est-à-dire en 1845 ? Il faut aussi d'ailleurs remettre un tout petit peu les choses dans leur contexte historique. Oui, tout à fait. Alors, et ce contre qui Marx écrit ? Oui. En 1845, Marx vient d'émigrer à Bruxelles depuis Paris. Il est déjà en exil et toute sa vie sera une vie d'exil. Il rencontre... d'exil et de pauvreté, d'ailleurs. D'exil et de pauvreté extrême, oui, absolument. Il a déjà rencontré Engels, mais il va retrouver Engels à Bruxelles. Et ce livre écrit à deux est un livre qui aura un destin tout à fait étrange, puisqu'il va être rédigé en 1845, mais ne sera jamais publié, sera abandonné, comme dira Marx plus tard, à la critique rongeuse des souris, et le texte ne ressurgira qu'en 1932, à Moscou, et ne sera publié en France, première fois en 1947 et une deuxième fois en 1967. Donc c'est si tard que ça ?
Oui. Après-guerre, hein. Après-guerre. Les éditions Coste sont la première traduction, très discutable d'ailleurs, que l'on connaisse. Et puis il y aura une traduction proposée aux éditions sociales en 1967 seulement. Donc c'est un texte dont la connaissance est tardive. Connaissance est tardive et les effets sont décalés. Mhm. Et ce texte permet de voir un peu le chantier qu'est le travail de Marx. De voir que finalement beaucoup de ces textes sont abandonnés en cours de route, mais que les idées qu'ils contiennent, par contre, sont reprises. Et en l'occurrence, dans ce texte, je crois que c'est la question de la philosophie allemande qui va d'abord intéresser Marx, puisqu'il en vient, qu'il appartient ou qu'il est proche, en tout cas, du courant des jeunes hegéliens au départ, et qu'il va élargir ensuite cette question de la philosophie allemande à la question des représentations en général, et ça occupera tout le reste de son œuvre. Alors il y a deux adversaires favoris. D'abord, il faut dire une chose de l'idéologie allemande, c'est que c'est un texte assez drôle, très caustique, sarcastique parfois, tout à fait ironique. Hein. Il parle de Saint-Quichotte, à propos, je crois que c'est Max Stirner qu'il traite de Saint-Quichotte, Bruno Bauer également, deux figures essentielles peut-être pour comprendre son ambition. C'est un texte très, très drôle, c'est un texte extrêmement polémique, et c'est un texte donc qui s'oppose, vous avez parlé des jeunes hegéliens, également aux anarchistes. En somme, il y a ici deux catégories d'ennemis, l'anarchie et l'hégélianisme, j'allais dire l'hégélianisme de gauche. Oui, ce sont des individus aussi qui sont visés. Plus que l'anarchisme, c'est Stirner qui est un des adversaires ici de Marx. Et c'est Rappelons Stirner, ici que voilà, Stirner philosophe est l'auteur d'un livre qu'on a appelé le livre Comète, hein, l'unique et sa propriété, qui est le bréviaire de toute une pensée libertaire d'ailleurs encore aujourd'hui, contre lequel Marx écrit, et Bruno Bauer, le théologien. Et Bruno Bauer et Arnold Ruge, un ensemble de gens dont Marx a été à un moment donné proche, plus ou moins proche, et dont il se détache à cause de leur critique, à son sens très unilatéral, de la question religieuse, de leur focalisation sur la question religieuse et de leur incapacité pour Marx à penser ce qui est pour lui le problème central, à savoir la politique. Jusqu'à présent, les hommes se sont toujours fait des idées fausses sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont ou devraient être. Ils ont organisé leur rapport en fonction des représentations qu'ils se faisaient de Dieu, de l'homme normal, etc. Ces produits de leur cerveau ont grandi jusqu'à les dominer de toute leur hauteur. Créateurs, ils se sont inclinés devant leur propre création. Libérons-les donc des chimères, des idées, des dogmes, des êtres imaginaires, sous le joug desquels ils s'étiolent. Révoltons-nous contre la domination de ces idées. Apprenons aux hommes à échanger ces illusions contre des pensées correspondant à l'essence de l'homme, dit l'un, à avoir envers elles une attitude critique, dit l'autre, à se les sortir du crâne, dit le troisième, et la réalité actuelle s'effondrera. Ces rêves innocents et puérils forment le noyau de la philosophie actuelle des jeunes hegéliens qui, en Allemagne, n'est pas seulement accueillie par le public avec un respect mêlé d'effroi, mais est présentée par les héros philosophiques eux-mêmes avec la conviction solennelle que ces idées d'une virulence criminelle constituent pour le monde un danger révolutionnaire. Le premier tome de cet ouvrage se propose de démasquer ces moutons qui se prennent et qu'on prend pour des loups, de montrer que leurs bêlements ne font que répéter dans un langage philosophique les représentations des bourgeois allemands et que les fanfaronnades de ces commentateurs philosophiques ne font que refléter la dérisoire pauvreté de la réalité allemande. Il se propose de ridiculiser ce combat philosophique contre l'ombre de la réalité qui convient à la somnolence habitée de rêves où se complaît le peuple allemand et de lui ôter tout crédit. Isabelle Garot,
le premier paragraphe que j'ai lu est extrait de la préface de l'idéologie allemande. Marx y parle de ces idées fausses dans lesquelles vivent les hommes et de l'idée selon laquelle si l'on échange ces illusions contre des pensées correspondantes à l'essence de l'homme, alors la réalité actuelle s'effondrera. Que pense-t-il de cette initiative, de cette ambition ? Alors, on sent bien dans le texte que vous avez lu à quel point Marx développe une critique de la philosophie. Et une critique d'une philosophie qui se préoccupe d'abord des idées comme illusions et d'une lutte très traditionnelle dans toute l'histoire de la philosophie, d'une lutte contre ces illusions, d'une lutte contre les opinions fausses que les hommes se feraient d'eux-mêmes. Et l'idée des jeunes hegéliens, c'est que finalement, les hommes sont responsables de l'oppression qu'ils subissent puisqu'ils ne veulent pas se débarrasser de ces idées fausses. Donc on va avoir un retournement aussi politique du mouvement jeune hegélien. Mais suffit-il aux yeux de Marx de se débarrasser de ces idées fausses pour sortir de l'aliénation ? Alors non, justement, on va avoir de Parce qu'à ce moment-là, Marx serait un idéaliste lui-même. Marx serait un idéaliste et sa conviction, c'est que la critique des idées doit d'abord être une critique de ce qui engendre ces idées. Donc du monde, avec une thématique de la terre et du ciel, qui est traditionnelle aussi chez lui. Une critique du ciel, critique des idées théologiques, ne peut s'ancrer que dans une critique de la terre, une critique donc des rapports sociaux. Et l'idéologie allemande, c'est le grand moment, et de ce point de vue-là, c'est un cap, grand moment où Marx découvre la division du travail. Il découvre l'organisation sociale, les rapports d'exploitation et de domination qui la structurent, et qui permettent d'expliquer la façon dont un certain type d'idées vont être engendrées à partir de cette base. On dit souvent infrastructure, superstructure. Lui, il parle autrement, il parle de base. L'expression d'infrastructure et superstructure n'est pas de Marx Elle lui-même ? n'est pas de Marx. En tout cas, l'expression d'infrastructure est très peu présente chez lui. C'est l'expression de base. Je crois que la nuance est importante, au-delà d'une question de vocabulaire, c'est que la base, chez Marx, elle est traversée de contradictions, justement. Et ce sont ces contradictions qui vont se diffuser jusque dans le domaine des idées, des croyances, de la morale, de l'activité artistique, etc. Alors effectivement, hein, c'est le propos de Marx qui culmine peut-être dans le texte cardinal de l'idéologie allemande, dont on retient en général la citation selon laquelle ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience, le fameux texte dans lequel il parle de camera oscura. On va entendre justement ce texte lu, comme tous les textes de la semaine d'ailleurs, par Georges Claes. Écoutez. La production des idées, des représentations, de la conscience est, de prime abord, directement mêlée à l'activité et au commerce matériel des hommes. Elle est le langage de la vie réelle. Ici, la manière d'imaginer et de penser, le commerce intellectuel des hommes, apparaissent encore comme l'émanation directe de leur conduite matérielle. Il en va de même de la production intellectuelle, telle qu'elle se manifeste dans le langage de la politique, des lois, de la morale, de la religion, de la métaphysique, etc., d'un peuple. Ce sont les hommes qui sont les producteurs de leurs représentations, de leurs idées, etc. Mais ce sont les hommes réels, œuvrants, tels qu'ils sont conditionnés par un développement déterminé de leurs forces productives et du commerce qui leur correspond jusque dans ses formes les plus étendues. La conscience ne peut jamais être autre chose que l'être conscient. Et l'être des hommes est leur procès de vie réel. Si, dans toute l'idéologie, les hommes et leurs conditions apparaissent sans dessus-dessous, comme dans une camera obscura, ce phénomène découle de leur procès de vie historique, tout comme l'inversion des objets sur la rétine provient de leur processus de vie directement physique. Tout au contraire de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre, on s'élève ici de la terre au ciel. Autrement dit, on ne part pas de ce que les hommes disent, s'imaginent, se représentent, ni non plus de ce que l'on dit, pense, s'imagine et se représente à leur sujet pour en arriver à l'homme en chair et en os. C'est à partir des hommes réellement actifs et de leur processus de vie réel que l'on expose le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus. Les formations brumeuses du cerveau humain sont elles aussi des sublimés nécessaires du processus matériel de leur vie, empiriquement vérifiables et liés à des circonstances matérielles préalables. Par conséquent, la morale, la religion, la métaphysique et tout le reste de l'idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent, ne conservent plus leur semblant d'indépendance. Elles n'ont ni histoire ni développement,
Ce sont au contraire les hommes qui, en même temps qu'ils développent leur production et leur communication matérielle, transforment avec cette réalité qui leur est propre et leurs pensées et les produits de celle-ci. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Texte de Marx, mais vous me direz ce que vous en pensez, Isabelle Garot. L'idée était que, puisque ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience, eh bien voilà, un jeune anarchiste, parce qu'il est né à la Courneuve, n'a pas d'éducation, puisque là-bas, il n'y a que des prisons et du béton, et par conséquent, il se comporte mal face à la Minette, qui, elle, a une cervelle de pigeon, parce qu'elle est née à Neuilly. En d'autres termes, c'est là encore la vie qui détermine la conscience du point de vue de Renaud. Est-ce que vous souscrivez, Isabelle Garot, à ce parallèle ? J'ai envie de dire que c'est un peu plus compliqué, mais on peut après tout partir de là. Il manque à Baudelaire comme à Renaud 2-3 choses pour être marxiste. Je ne crois pas qu'il manque grand-chose à Baudelaire, mais disons que son propos est différent. En ce qui concerne la chanson de Renaud, c'est bien des camps dont il est en train de parler. Marx, lui, distingue des intérêts sociaux différents et divergents. Et la question, alors c'est celle qui est présente dans cette chanson, je crois, c'est la question de la conscience de classe, de ce à quoi cette conscience de classe peut conduire et de la façon dont elle s'organise en conscience relativement consistante, cohérente, et de ses effets sur le réel. Alors de ce point de vue-là, le texte que vous avez lu, qui est un des plus célèbres et un des plus beaux de l'idéologie allemande, souligne cette question et montre à quel point finalement les représentations sont analysées non pas simplement dans leur origine, on a là un essai de généalogie, comme on le disait tout à l'heure, mais on a aussi une enquête sur la fonction. Et c'est cette fonction qui joue un rôle dans cette opposition entre des intérêts de classe, entre des classes qui sont opposées, et dont l'opposition n'a rien d'éternel pour Marx. Alors, et on a également une critique implicite de la liberté pensée sur un modèle métaphysique, c'est-à-dire la liberté telle qu'elle elle relève de ces philosophies qui vont du ciel sur la terre. Partir de la terre pour aller au ciel, c'est soupçonner ou faire peser sur l'illusion du libre arbitre le soupçon des causes réelles qui nous portent à nous prendre pour l'origine de nos actes. De ce point de vue, Marx est l'héritier de Spinoza. Oui, il y a là effectivement une critique assez traditionnelle au moment où il écrit déjà. Une dilution du libre arbitre dans une nécessité. Oui, mais en même temps il se décale de ce qui est un thème philosophique. Et il va aller explorer cette structure sociale en tant que telle et laisser de côté la question du libre arbitre en tant que tel. Ça reste un problème théorique de très grande ampleur, mais il l'aborde sous un biais qui est tout à fait différent et qui inclut du coup la question cardinale vraiment, qui est la question de l'engagement politique.
aussi. Et de la transformation de la société. Et de la transformation de la société. Mais juste encore un tout petit point sur le libre arbitre. Hier, en discutant avec André Tauzel au début de cette semaine, André Tauzel parlait du marxisme comme d'un choix. On pourrait regretter d'ailleurs, le temps pressait quand il en a parlé, donc on n'avait pas le temps de nous appesantir un peu là-dessus. Mais est-ce que ça n'est pas contradictoire de présenter le fait d'être marxiste, par exemple, ou d'adhérer à la pensée de Marx, comme l'expression d'un choix? Est-ce que ça n'est pas anti-marxiste que de faire du choix de Marx, justement, un choix? Si c'est la vie qui détermine la conscience, que choisissons-nous et quand choisissons-nous, Isabelle Garot? Oui, là, je crois qu'en posant cette question, vous mettez le doigt sur ce qui est un des grands problèmes, alors peut-être une objection qu'on a faite au marxisme plus qu'à Marx lui-même, qui est justement cette question de savoir ce que peut être la décision, comment peut être pensée une liberté individuelle dans le cadre d'une pensée marxiste. Le marxisme, de ce point de vue-là, ou la thèse que formule Marx dans l'idéologie allemande et dans la suite de son œuvre, ne relève pas d'un déterminisme. C'est-à-dire ne relève pas d'un écrasement du choix et de la décision individuelle sur des déterminations sociales. C'est évidemment là aussi plus complexe, et vers la fin de sa vie, Marx va donner beaucoup de place à cette complexité, en pensant dans ce texte qui accompagne le Capital, qu'on lit souvent comme un texte à part, mais qui est le 4e livre du Capital, les théories sur la plus-value. Dans ce texte, il analyse ce qu'il appelle la production intellectuelle libre. Donc la capacité... Mais de quoi s'agit-il alors? Il s'agit de la façon dont les idées sont relativement autonomes par rapport à leur base sociale et peuvent déterminer en retour aussi cette base sociale. Et ces idées sont bien entendu portées par des hommes qui, à un moment donné, font ce choix de les adopter. Donc Marx pense la possibilité pour un homme de s'affranchir de ses déterminations dans le cadre d'une pensée libre. Il en est lui-même un excellent exemple. Il vient de la bourgeoisie allemande et il est quelqu'un qui va avoir un itinéraire théorique qui prouve évidemment cette dimension de choix et de décision au plus haut point. On peut faire une lecture marxiste de la généalogie du marxisme à partir d'un tempérament bourgeois. On peut dire que c'est par rejet du milieu dans lequel il se trouve qu'il a lui-même adopté des idées qui prenaient le contre-pied de la sociologie qui était la sienne. Oui, mais Marx peut-être serait anarchiste. Il aurait écrit la chanson de Renaud, peut-être, mais il n'aurait pas rédigé l'idéologie allemande. Et je crois qu'il n'aurait pas rédigé cette grande apologie de la bourgeoisie qui est le manifeste du Parti communiste. Alors justement, est-ce que quand la démarche intelligente du généalogiste, qui consiste toujours à essayer de scruter une idée pour voir d'où elle vient, à quoi elle correspond, ce qu'elle signifie, ce qu'elle implique, ce qui la sous-tend, cette démarche n'a-t-elle pas pour inconvénient également parfois de culminer en cas de désaccord, par exemple, dans une imputation personnelle? En somme, si vous discutez avec quelqu'un et qui vous dit « moi je ne crois pas à la lutte des classes, ni au dépérissement de l'État, ni à la disparition des classes, ni à une société sans classe, etc. etc. » Est-ce qu'un marxiste de stricte obédience ne pourrait pas, en marxiste qu'il est, lui dire « mais c'est normal, c'est parce que tu es un petit bourgeois que tu n'y crois pas ». Ce qui, à ce moment-là, jetterait un doute sur la rationalité même du marxisme, puisque si toute opinion est dictée par des conditions, des rapports de force ou une sociologie, que reste-t-il à la raison ? Oui, alors, encore une fois, je crois justement que l'effort de Marx, ça va être de penser les idées à la fois en tant que déterminées, donc en tant qu'issues d'une réalité. Les idées allemandes sont issues de la réalité allemande, il le dit dans ce texte, et le commerce des idées est lié au commerce de la vie réelle. Mais cette réalité est traversée de contradictions. Donc les idées elles-mêmes vont être le lieu de ces contradictions, vont être le lieu d'un affrontement d'idées, vont être le lieu aussi de choix et de décisions personnelles. Et il n'y a pas de contradiction à penser en même temps l'origine sociale des idées et à penser justement ce qui est leur spécificité, leur action en retour aussi sur cette réalité sociale. Et tout le texte si important là, que vous avez lu à l'instant est aussi un texte qu'on lit souvent comme expliquant pourquoi il y a des illusions. Finalement, on aurait tendance à faire de Marx un penseur de l'illusion, puisque certaines images sont inversées dans la chambre noire sociale, comme elles sont inversées par la rétine. Et en réalité, quand on lit la suite de l'œuvre, on s'aperçoit que cette inversion pour Marx, c'est l'inversion même du monde. Donc c'était cette inversion du monde, ces contradictions dans la réalité qui sont celles du mode de production capitaliste, qui expliquent que ces idées soient elles-mêmes traversées par ces contradictions, soient elles-mêmes une partie de ce monde et produisent des effets très complexes sur cette même réalité. Cette inversion du monde consiste en quoi exactement? L'inversion capitaliste finalement du monde, en quoi consiste-t-elle? Quelle
comment Marx peut-il la caractériser? Est-ce qu'il en reproche par exemple le finalisme, l'ambition de produire de la richesse, ou disons la pauvreté des fins qu'elle se donne, ou bien comment ça fonctionne? Comment les choses sont-elles inversées de son point de vue? Oui. Alors cette inversion, quand il écrit Parce que le l'idéologie marxisme en allemande- lui-même peut être vu comme un finalisme, c'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, oui, traditionnellement, c'est vrai qu'on projette cette conception finaliste sur Marx. Au moment où il écrit l'idéologie allemande, cette conception de l'inversion est, on peut dire, incomplète par rapport à ce que sera son travail ultérieur. Mais C'est-à-dire le capital. Hein. c'est-à-dire le Capital et tous les textes qui l'accompagnent, les brouillons divers qui l'accompagnent. En 1945, il est sur la piste donc de la division du travail, et ce qu'il pense comme inversion du monde, c'est cette inversion entre les conditions dans lesquelles la richesse sociale est produite et les conditions de son appropriation privée. Donc une structure de classe qui fait que ceux qui produisent cette richesse en sont dépossédés. Il ira plus loin ensuite dans la façon dont le travail même, dans l'opération même de production, cette opposition se joue et scinde l'individu d'avec lui-même. On trouvera là la thématique de l'aliénation qui remonte d'ailleurs au texte de Jeunesse, mais qui sera développée bien plus complètement dans des textes ultérieurs. Et l'inversion du monde, elle est là. Elle est dans cette formidable accumulation de richesses, dans ce monde de la marchandise qu'est le capitalisme, et dans cette extrême pauvreté, dans cette dépossession, dans cette aliénation, qui est perte de temps libre d'ailleurs. On le pense souvent comme absence de richesse matérielle, mais ce que Marx pense comme la plus grande aliénation, c'est l'incapacité des hommes à utiliser leur temps de vie pleinement. À utiliser leur temps de vie pleinement. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que la loi, finalement assez récente, sur les 35 heures est, à vos yeux, Isabelle Garot, d'inspiration marxiste? Elle aurait pu l'être s'il avait été plus radical et autrement mise en place. Mais bien sûr, la réduction du temps de Si elle travail... n'avait pas servi, par exemple, à l'annualisation du temps de travail, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Et à l'intensification du travail par la même occasion. Ce que Marx pense, c'est la possibilité, évidemment, de réduire le temps de travail de façon drastique et à faire en sorte que cette réduction du temps de travail permette le développement de la personnalité, le développement de l'individu, qui est un des thèmes que l'on trouve dans l'idéologie allemande, la question du développement de l'individu humain et du sujet humain. Parce que l'argument de certains socialistes au moment de la loi sur les 35 heures, de ceux qui d'ailleurs n'étaient peut-être pas les plus farouches défenseurs de la loi sur les 35 heures, je pense à Dominique Strauss-Kahn par exemple, c'était de dire que historiquement la réduction du temps de travail avait toujours servi à absorber les gains de productivité, ce qui pour le coup n'est plus marxiste. Je crois que la réduction du temps de travail, elle a deux faces. C'est à la fois une question économique, elle pose directement la question de l'organisation de la production à l'échelle même de la société. Et puis c'est une question, encore une fois, je dirais presque individuelle, qui concerne les individus en tant que tels et la façon dont ils peuvent organiser leur vie. Et ces deux choses sont évidemment corrélées, mais sont en même temps distinctes. Et c'est la question des finalités dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une société veut faire des individus qui la composent? Comment ces individus peuvent-ils, au sein de cette société, se développer et s'épanouir? Et comment cet épanouissement va de pair avec les besoins de la production et les besoins de satisfaction, la satisfaction des besoins eux-mêmes? Diriez-vous à cet égard, qu'en supprimant d'ailleurs de ce terme tout ce qu'on lui accole en général, le marxisme est un individualisme? Isabelle Garot. Le terme est difficile à employer tel quel, avec parce beaucoup de qu'il est précautions. lesté aussi de tout ce qu'on entend derrière. Mais en quel sens, plutôt, peut-on dire du marxisme qu'il est un individualisme? Alors, je crois qu'on peut dire effectivement, en un sens bien précis, que c'est un individualisme, si on entend par là l'idée que finalement l'individu est à la fois le point de départ et le but de toute l'histoire. C'est assez étonnant peut-être de dire ça quand on parle de Marx, mais dans ce grand texte qui est le manifeste du Parti communiste, qu'on lit souvent comme texte collectiviste, on trouve cette affirmation que le développement de tous est la condition du développement de chacun. Du libre épanouissement de chacun. Oui. Que le développement de chacun est la condition du libre développement de tous, et que l'inversion a été justement l'occasion d'oublier cette dimension individualiste dans un certain marxisme. Alors, on trouve aussi tout au long de son œuvre cette idée que des individus sont des êtres sociaux, historiques, que de ce point de vue, leurs capacités mêmes sont construites par l'histoire, et que... Mais sont-ils solubles dans l'histoire qui construit leurs capacités ou dans la société qui les détermine, ou bien demeure-t-il par-delà? En somme, si on prend l'image d'une foule, est-ce que la foule est aux yeux de Marx un ensemble homogène, ou est-ce qu'elle est perçue par lui comme une addition de singularité?
Ni l'un ni l'autre. Il y a des groupes sociaux, donc il y a des classes. Mais les individus qui composent ces classes sont eux-mêmes évidemment un produit historique. Et ce produit historique, et là encore, il faut toujours retourner à ça, traversé de contradictions. Dans le capitalisme qu'étudie Marx dès 1945, ces contradictions fonctionnent à la fois comme promesse et comme refus. C'est-à-dire comme capacité offerte aux individus, ou présentée en tout cas comme possibilité aux individus de réalisation de soi majeure, bien supérieure à ce que pouvait être la réalisation d'un individu dans le monde féodal par exemple, et en même temps comme refus, puisque pour certains individus, les conditions de travail et de vie interdisent absolument ce développement. Et c'est cette contradiction-là qui forme pour Marx une contradiction qui a pour enjeu la transformation de la société et la sortie hors du mode de production capitaliste. Revenons-en à la vocation première de l'idéologie allemande, qui est donc de lutter contre l'idéologie, contre ce qu'il appelle l'idéologie, en somme cette ambition que nous avons d'aller du ciel vers la terre et de retrouver sur la terre les idées désincarnées qui nous hantent. C'est Althusser qu'on essaie d'entendre tous les jours dans cette semaine sur Marx, un immense commentateur de Marx, qui revient justement sur cette distinction à faire entre matérialisme et idéologie et cette opposition qu'il faut faire du matérialisme contre l'idéologie. Écoutez. Le matérialisme représente l'exigence de se débarrasser de toutes les illusions, de toutes les idéologies, de tout ce qui sert de masque à une activité qui ne se reconnaît pas telle qu'elle est, d'une part. Par conséquent, critique de l'idéologie qui assiège toute forme d'activité, que ce soit l'activité scientifique, l'activité politique, l'activité artistique, etc. Ce côté de la critique des illusions, de la critique des mythes est profondément ancré chez Marx. C'est absolument radical. Critique de la conscience, critique donc de toutes les illusions, c'est là la première exigence du matérialisme. Isabelle Garot est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler de Marx, et c'est plus spécifiquement de l'idéologie allemande, le texte de 1845 qu'il écrit avec Engels, que nous parlons aujourd'hui. On vient d'entendre Isabelle Garot, Althusser, faire de la critique des illusions la première exigence du matérialisme, mot sous lequel il faut ici entendre marxisme, dans la bouche d'Althusser. Est-ce que la critique des illusions, dont il fait donc la première exigence du matérialisme, n'est pas en elle-même une illusion ? Est-ce qu'il n'est pas illusoire, ou en tout cas, alors peut-être non pas de critiquer les illusions, mais de donner, ou de croire qu'on peut donner à la critique des illusions la puissance de se transformer en transformation radicale de la société. En somme, est-ce que l'illusion n'est pas de penser qu'il suffirait de dissiper les illusions pour que les hommes se désaliènent ? Oui, Isabelle absolument. On retrouve là l'idée jeune hegelienne que Marx attaque justement dans l'idéologie allemande. Alors, je crois comme beaucoup de mots qu'emploie Marx, il faut veiller à leur redéfinition. Le terme d'illusion qu'emploie ici Althusser et qu'emploie Marx lui-même, c'est pas l'illusion de la conscience isolée. C'est évidemment une illusion collective et c'est une illusion qui est produite par tout un système social de production, de rapports sociaux, de forces productives, etc. Et cette critique des illusions, c'est la critique de la façon dont des apparences sont produites par cette réalité sociale complexe. Alors ça, Marx, en 1945, entrevoit les choses, mais il développera dans le Capital notamment la critique du fétichisme de la marchandise, par exemple, comme étant cette illusion dont personne n'est l'auteur. Ou de la religion comme d'un opium du peuple. Alors, la religion comme un opium du peuple, à condition de citer l'ensemble de ce petit texte dont on extrait cette formule. Il se trouve 2 ans avant l'idéologie allemande, c'est la contribution à la philosophie du droit de Hegel. Oui. On n'a pas en fait une critique de la religion, mais du besoin qui fait que des hommes vont chercher dans la religion de quoi adoucir les mots d'ici-bas. Donc on a effectivement une continuité entre cette idée que la religion n'est pas la bonne réponse aux souffrances réelles, et puis cette recherche plus approfondie de ce que sont des apparences sociales engendrées par le mode de production lui-même, qui sont ces chimères finalement dont parlait Baudelaire. La chimère peut-être la plus puissante, c'est ce fétichisme qui vient de la production et de l'échange marchand, qui cache
à ceux qui produisent et à ceux qui consomment la réalité même de la marchandise. Mais Isabelle Garot, est-ce que Marx ne présume pas que les hommes ignorent ce qui les aliène ? Est-ce qu'il ne se donne pas finalement comme axiome le fait que les hommes ne savent pas ce qui les aliène ? Qu'est-ce que Marx répondrait à un philosophe tragique qui dirait que l'homme n'ignore rien, que celui qui croit en Dieu disant qu'il croit en lui, et non pas qu'il sait que Dieu existe, mais qu'il croit que Dieu existe, montre par là même qu'il en doute. Qu'est-ce que Marx dirait d'un fumeur qui est parfaitement conscient que le fait de fumer est cancérigène ? Qu'est-ce que Marx dirait tout simplement, même à l'échelle collective, d'individus qui savent que s'attacher à une cause collective est également une façon de pallier les insuffisances, les insatisfactions d'une vie quotidienne ? Marx pense-t-il que les hommes ignorent cela et qu'il suffirait en somme de dessiller leurs yeux pour qu'ils s'en aperçoivent ? Ou Marx envisage-t-il à un moment la possibilité que les hommes le sachent déjà ? J'ai envie de répondre là aussi un peu les deux, puisque les hommes, à la fois pour Marx, savent des choses en vertu même de leur expérience de vie réelle, qui les instruit, et en même temps ignorent un certain nombre de choses en raison même de cette expérience qui leur cache tout autant un certain nombre de choses. Pour prendre un exemple très concret, il y a peu de consommateurs dans une société marchande, libérale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Peu de consommateurs ignorent qu'ils sont agis par la publicité, que leurs désirs sont dictés. Les hommes sont intelligents. Ils savent bien qu'ils se conduisent comme des veaux, comme des moutons quand ils achètent le produit qu'on leur vante. Les gens savent cela. À quoi sert-il de le leur démontrer s'ils le savent déjà ? C'est peut-être en cela justement que Marx n'est pas un critique du consumérisme, qui est une des critiques actuelles qui se développe beaucoup. C'est pas bien de consommer, ou c'est une façon, comme vous dites, d'être des veaux. Bon. Les consommateurs sont aussi des producteurs, sont aussi des acteurs sociaux, sont aussi des gens qui sont pris dans des rapports sociaux et qui de ce fait combine peut-être à cette séduction exercée sur eux et sur nous tous par la marchandise un rapport plus complexe et plus lucide aussi à la réalité qui est la leur. Et pour Marx, de ce point de vue-là, il y a là des points d'appui pour une compréhension plus affinée et plus profonde du monde, indépendamment, je dirais même, de la question de la consommation, qui est une question plutôt superficielle chez lui. La question de la circulation est une question qui par moments, cache le problème essentiel qui est celui de la production. Qui est celui de la production. Mais comment penser la nécessité ou la possibilité de transformer la société à partir du moment où l'on admet que les individus savent déjà ce qu'on prétend leur démontrer et qu'en somme ils n'ont pas transformé la société? En disant cela, vous distinguez les idées, la conscience, comme le fait Marx d'ailleurs. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, tout à fait. Alors, il essaye, lui, à la fois de penser l'ancrage de ses idées dans le réel et la façon. Alors là, on atteint un autre point qui est aussi présent dans l'idéologie allemande à titre de première approche et qui va être développé par la suite. La façon dont la conscience que nous avons de la réalité en ses contradictions mêmes est aussi un appel à une transformation du monde. Appel à une transformation du monde pour les individus que nous sommes, bridés dans nos capacités, limités dans notre possibilité pleine de vie par le type de travail que nous exerçons, les rapports de classe que nous subissons, etc. Et puis, limites qui sont celles d'une construction sociale tout entière placée sous le signe de l'exploitation et de la domination, d'une dévastation de la planète à l'heure qu'il est, d'une destruction folle des ressources naturelles, d'une pauvreté qui s'accroît, d'inégalités sociales qui s'accroissent, etc. Et c'est là la façon dont Marx, lui, va réassocier, après les avoir distingués, la question de la conscience et la question de la pratique politique, et la question de la pratique sociale aussi, pour faire jouer à nouveau les idées au sein de cette réalité sociale complexe qu'il essaie d'utiliser. Donc on est loin, finalement, ce que vous décriviez s'inscrit dans une tradition dont Marx est l'héritier, une tradition de la philosophie qui dénonce les idées fausses que les hommes se font d'eux-mêmes, ou leur incapacité, même se faisant des idées justes, à transformer le réel. Il sort de cette tradition en essayant de penser le réancrage d'idées, alors pour le coup d'idées révolutionnaires, les siennes, pas seulement les siennes, mais aussi celles qu'il va développer en s'insérant dans une tradition révolutionnaire, des idées qui vont à la fois vanter, mais rendre possible, rendre désirable une transformation du monde. Mais en pensant la possibilité pour une idée de rendre désirable la transformation du monde, de permettre ce processus de transformation de la société, est-ce que Marx ne va pas lui-même du ciel vers la terre ? En somme, dans quelle mesure Marx lui-même, dans quelle mesure Marx lui-même n'est pas le producteur d'une idéologie? C'est ça la question que je vous pose, Isabelle Garot. Bien sûr. Alors là, la question aussi est... Est-ce que Marx ne tombe pas sous le coup des accusations qu'il porte lui-même? Voilà. Tout à fait.
Oui, clairement. Je crois qu'on peut dire qu'il y a une idéologisation de Marx qui a eu lieu, qui n'est pas son fait, qui est le produit de toute une histoire, où là, de façon tout à fait exceptionnelle et incroyable, on a vu le marxisme se transformer lui-même en idéologie, avec tous les travers que Marx reproche à l'idéologie. Bon, c'est une chose ça qui lui a reste à fait dire faire, qu'il n'était pas marxiste, hein. Non, parce que Assez je vite. pense à quelque chose qui s'est passé plus tard, alors qui commence avec la Deuxième Internationale, mais qui commence surtout à la mort de Marx. Quand Marx dit qu'il n'est pas marxiste, c'est vrai qu'il pointe déjà une tendance à la dogmatisation dans le mouvement ouvrier de son temps, une tendance à la simplification des thèses qui sont les siennes. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui va être les dégâts... Son usage caricatural. Son usage caricatural et les dégâts énormes produits par le stalinisme. Se pose derrière ça la question de l'utilisation qu'on peut faire de Marx. Est-ce que, par exemple, dans un contexte de crise financière, quel usage faire des textes de Marx, de ces textes tellement intelligents de Marx? Est-ce qu'il faut en faire un usage, selon vous, descriptif, au sens où Marx permet de comprendre ce qui échappe finalement aux acteurs de la crise, aux acteurs qui découvrent qu'ils sont les pantins de la crise, et donc à tous ceux qui subissent un mécanisme dont ils croyaient avoir la maîtrise? Donc faut-il faire un usage descriptif de Marx, ou bien un usage normatif de Marx, consistant à dire voilà ce qu'il faut faire pour en sortir. En somme, comment se servir de Marx? Faut-il s'en servir pour comprendre ou s'en servir pour agir? Alors, il faut s'en servir pour comprendre, assurément, sachant que les descriptions que Marx peut proposer de notre crise n'existent bien sûr pas dans son œuvre. On est passé à autre chose. Donc il y a des éléments de connaissance qui sont à reprendre, à réélaborer, et si être marxiste a un sens, c'est cela. Donc on a des pistes, on a des concepts, on a des moyens d'analyse qui peuvent permettre de décrire un peu mieux la situation dans laquelle nous sommes, et je crois que c'est ce qui explique ce que vous avez, en début d'émission, appelé cette mode de Marx. Et j'aime bien le terme de mode, puisqu'effectivement, ça peut avoir quelque chose aussi d'un peu superficiel dans cette recherche uniquement de description, sans aller jusqu'à ce que, pour Marx, ce que sont les conséquences de cette analyse, à savoir une volonté de transformation nourrie par cette description elle-même. Et là, on trouve évidemment dans la crise contemporaine des éléments pour nourrir de nouveau une réflexion transformatrice et une pratique transformatrice, politique, que Marx a eue en son temps, et qui concerne non simplement les crises cycliques du capitalisme, qu'on connaît bien, que les économistes libéraux sont tout à fait capables de décrire aussi, mais un mode de production qui est autodestructeur et qui est destructeur pour l'humanité. Là, on passe à autre chose, on passe à un diagnostic qui impose évidemment une transformation, qui impose d'agir et qui pose pleinement la question politique. Donc, dans ce Marx à la mode, finalement, on n'a qu'un pan, on n'a qu'un Marx qui est un assez bon analyste du capitalisme, mais qui n'est jamais présenté comme celui qui veut transformer et passer à autre chose, dépasser et abolir le capitalisme en tant que tel. Deux questions, puisqu'on s'approche du terme de cette émission, Isabelle Garot. Deux questions rapidement. La mode de Marx, le fait que Marx soit à la mode, est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle, puisqu'on pourrait dire après tout qu'il sera démodé le jour où on sort de la crise, n'est-ce pas? Et que penser du fait que la loi du marché, c'est-à-dire en l'occurrence la loi de la presse, faisant valoir Marx, fait valoir Marx tout simplement parce que c'est vendeur, tout simplement. Que penser de cette utilisation de Marx pour vendre du papier, de dire voilà, Marx est à la mode, etc. Faites du Marx aujourd'hui, ça marche, en termes de vente de journaux. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, que penser d'une lecture marxiste, par exemple, des phénomènes contemporains, qui mettrait en évidence des mécanismes, mais qui culminerait paradoxalement avec la désignation, parfois même au titre de bouc émissaire, de coupable, commodément désigné comme unique cause de tous les maux de la terre. Oui. Alors, bon, la mode de Marx, je crois qu'elle n'est pas prête de passer. Il y a eu des hauts et des bas précédemment. On a déjà vu des mots de Marx, on a déjà vu l'annonce de la mort de Marx. Il y aura certainement à nouveau ces cycles idéologiques aussi qui vont se reproduire. Quant à la façon dont on peut penser avec Marx la crise aujourd'hui et penser une transformation de la réalité à partir de là, je crois que là aussi il y a quelque chose qui est un problème forcément contemporain, un problème de recomposition d'alternatives politiques. Ça n'est pas Marx qui peut fournir clé en main des modèles tout prêts, mais qu'il y a là, dans une histoire qui est une histoire du mouvement ouvrier depuis le 19e siècle, même avant, une histoire des luttes et des luttes idéologiques aussi, de quoi nourrir des perspectives contemporaines. Et en ce sens, c'est l'actualité de Marx aujourd'hui. Dans son cratère, c'est l'éruption de la faim.
et du passé. Faisons table rase, vous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. Bidou, bidou, dou, c'est la lutte finale. Pour nous et demain, l'international sera le genre humain. Bidou, bidou, dou, c'est la lutte finale. Pour nous et demain, l'international. Les gens humains. Ils sont merveilleux. Chanson plus Bifuoré, c'est avec eux que se termine cette émission en votre compagnie, Isabelle Garot, et autour de l'idéologie allemande de Marx et Engels. Il est 10h50 sur France Culture. Après Marx, les sophistes. Bonjour Adèle Van Rett. Bonjour Raphaël. On va donc parler des sophistes aujourd'hui. Oui, des sophistes à l'occasion de la parution chez Garnier Flammarion de deux ouvrages qui proposent la totalité du corpus des sophistes et qui donc, sous la direction de Jean-François Prado. Bonjour Jean-François Prado. Bonjour. Quand on lit ces deux ouvrages, on découvre que le corpus des sophistes est beaucoup plus riche et varié que ce qu'on en connaît. On connaît généralement à travers les dialogues platoniciens Protagoras et Gorgias ou encore Hippias, mais on connaît moins Antiphon, Lycophron et Prodicos. Donc Jean-François Prado, qu'est-ce que ces sophistes inconnus apportent de plus à ce qu'on connaît déjà de la sophistique? Ils ne sont pas inconnus, ils sont peu fréquentés, mais pour certains d'entre eux, ils ont une œuvre. La question qui se pose à quelqu'un qui veut éditer, enfin c'est la question qu'on s'est posée il y a quelques années à quelqu'un qui veut éditer les sophistes, c'est précisément à chaque fois de savoir qui on met dans l'anthologie. Alors, vous l'avez dit, Protagoras, Gorgias sont connus. Antiphon, les choses sont un peu plus compliquées parce que, comme vous le savez, il y a deux Antiphons, ou peut-être trois, non, ou justement, peut-être un seul. seul. Non, justement, il est inconnu à ma connaissance. Non, alors on a des textes, des fragments d'un orateur qui s'appelle Antiphon. On a un autre auteur qui est désigné comme étant Antiphon le sophiste. On s'est longtemps posé la question de savoir s'il s'agissait du même homme, et donc s'il fallait rassembler les œuvres sous le même nom, ce que nous avons choisi de faire. Et puis vous avez donc en effet des auteurs moins connus qui sont cités peu de fois dans la littérature ancienne. Xéniade, Lycophron, Prodicos. Donc on a fait le choix dans cette anthologie de rassembler tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, étaient identifiés par les sources anciennes comme des sophistes et qui avaient écrit au moins un texte. On fait de la sophistique une fausse philosophie, une philosophie vide, qui serait purement formelle, à la logique infaillible, mais sans contenu, c'est-à-dire qui ne se référerait à rien dans la réalité. Or, la sophistique, et c'est ce que vous montrez dans votre introduction, Jean-François Prado, c'est aussi ce moment de l'histoire de la philosophie où des hommes prennent conscience de l'importance et de la puissance de la pensée. Et ainsi, la sophistique serait une affirmation de la liberté de penser. Il y a de ça. C'est à la fois toute la difficulté, mais dès les premiers témoins comme Platon, donc dès les premiers contemporains des sophistes comme Platon, toute la difficulté tient au fait que sophiste, d'une certaine manière, c'est une insulte qui est prononcée par les philosophes pour dénoncer ceux qui font semblant d'être savants et qui ne le sont pas en réalité. Et puis il y a en même temps des auteurs, donc Protagoras, Gorgias, Antiphon, qui mènent une œuvre de réflexion, qui écrivent des textes et qui sont dans un contexte qui est un tournant absolument décisif, l'avènement de la démocratie, de nouvelles mœurs à Athènes, de nouvelles institutions dans le monde grec, des changements culturels et éducatifs. Et donc on a bien des auteurs de ce point de vue-là. Et le fait qu'on tienne la sophistique comme étant une fausse philosophie, on le doit notamment à Platon, qui contribue de manière déterminante au procès de la sophistique. Mais ce faisant, il élève aussi la sophistique comme un objet digne de réflexion philosophique, en proposant de la définir, en y revenant à plusieurs reprises et dans plusieurs dialogues. Et donc en fait, il fait de la critique et du refus de la sophistique un geste fondamental de la philosophie. Ah oui, un geste proprement inaugural. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne sait jamais qui on doit tenir pour sophiste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sophiste? À chaque fois, alors, qu'est-ce que c'est qu'un sophiste, justement? La réponse, c'est, elle est donnée par Platon, en réalité, qui est le seul, finalement, qui dise, ben voilà, un tel est sophiste, Protagoras, Gorgias, etc., et qui finalement forge l'identité sophistique. Et il la forge de manière critique, en disant ces gens-là sont du faux-semblant en matière de savoir. Et en même temps, c'est ce que vous disiez là, en même temps, à chaque fois qu'il va essayer de définir la philosophie, il va vouloir la distinguer de ce qu'elle n'est pas. Et c'est là qu'on va se frotter à la sophistique, en disant le philosophe, lui, est capable de nommer la réalité.
le sophiste ne la connaît pas, l'ignore, et il se contente de parler, de faire semblant de posséder un savoir. Et dans un moment comme celui que Platon offre dans le sophiste, le dialogue qui s'appelle le sophiste, on va avoir une définition de la philosophie par différence, par rejet de la sophistique. Et comment expliquer que la sophistique a eu un tel succès à l'époque, qu'elle a été définie notamment par Hegel comme l'expression parfaite de la démocratie athénienne? Ça tient justement au changement culturel de l'époque. Donc à la fin du 5e siècle, on est dans une culture qui est encore exclusivement orale et qui change, les institutions démocratiques sont installées. Et il y a dans cette culture orale une forme de professionnalisation du savoir. Et c'est ça que vont incarner les sophistes. Ils vont être les premiers professionnels rémunérés du savoir. C'est ça, le rapport à l'argent est important ici. Décisif, c'est ce que Platon leur reproche, c'est précisément de se faire payer leurs cours. Ils exercent un rôle qui est à mi-chemin entre celui de précepteur des jeunes gens riches et de conférencier public, ce que Platon leur reproche, ce qui leur vaut d'être traités comme des prostituées, par Xénophon, qui dénonce précisément le fait qu'ils se font payer. Mais il y a quelque chose qui se joue là, qui est une confiance civique, absolument inédite, une confiance civique dans le discours. C'est-à-dire qu'ils vont jouer un rôle politique majeur. Alors. Ils réfléchissent au langage et à ses puissances. Et dans une société orale et dans une société où la vie civique est orale, c'est évidemment décisif. Jean-François Prado, vous êtes venu l'an dernier au Nouveau Chemin de la Connaissance nous parler de Platon. Et aujourd'hui, vous venez nous parler des sophistes. Comment est-ce qu'on comprend ça, de la part d'un platonicien, d'écrire ou de coordonner 2 volumes sur les sophistes? Est-ce que justement, il faut comprendre ces volumes comme étant un effet, une action qui soit contre les sophistes? Oui, il faut connaître ses ennemis. Alors quand on est platonicien, il faut savoir exactement ce que racontent les sophistes. Donc il faut poursuivre le geste platonicien, c'est-à-dire savoir qui, à l'époque de Platon, n'est pas philosophe. Et les sophistes entrent dans cette catégorie-là. Donc oui, il y a une forme de démarche un peu critique. Donc on connaît les sophistes notamment par Platon, on l'a beaucoup dit, mais de quelle mesure la vision qu'a Platon des sophistes est juste? Et dans quelle mesure elle est erronée? Alors, elle est rétrospectivement assez injuste parce qu'elle est extrêmement sévère, parce que c'est une condamnation sans appel. Et donc tous les historiens de la philosophie, ou tous les gens qui sont intéressés à la sophistique se sont demandé à un moment ou à un autre s'il y allait pas trop fort, si c'était bien, si le jugement était objectif, etc. On s'est tourné vers Aristote qui en parle un peu, mais de manière moins polémique, alors en se demandant si c'est parce que lui avait pris une mesure plus juste, plus honnête des sophistes, et vers des témoins plus tardifs encore en même temps. Et c'est toujours le paradoxe, c'est Platon qui parle le plus des sophistes, et si on n'avait pas les textes platoniciens, toute une partie du corpus sophistique disparaîtrait. Ce qu'on voit quand on regarde l'anthologie. Ouais, je renvoie les auditeurs à votre présentation, donc ces 2 ouvrages sur les sophistes qui paraissent chez Garnier Flammarion aujourd'hui, ou ce mois-ci en tout cas. Et dans les librairies, sinon Adèle, vous avez trouvé quoi? Alors dans les librairies, on trouve en ce moment une réédition de la correspondance entre Hannah Arendt et Mary McCarthy. Mary McCarthy est une romancière et journaliste américaine contemporaine de Hannah Arendt qu'elle rencontre à New York dans les années 30 au sein d'un groupe anticommuniste. L'intérêt de ce livre est qu'il donne à voir Hannah Arendt dans une autre dimension que celle de son œuvre philosophique ou que de sa correspondance avec Heidegger à laquelle on la réduit souvent. Donc à travers cette longue correspondance, l'ouvrage fait plus de 500 pages, on la découvre dans son quotidien, dans son intimité, et on voit qu'elle s'ouvre peu à peu à la littérature, notamment à travers les conversations qu'elle a avec Mary McCarthy, à la littérature, mais aussi elle donne lieu à cette correspondance est le lieu de récits de voyages, de confidences plus intimes, et aussi de commentaires d'événements politiques. Donc c'est la correspondance entre Hannah Arendt et Mary McCarthy de 1949 à 1975, et ça paraît aux éditions Stock. Merci Adèle, c'est noté. Marx, les sophistes et l'intimité de Hannah Arendt, c'était le programme des Nouveaux Chemins de la Connaissance, une émission dont le seul but, l'unique raison d'être est de vous donner le goût des livres dont nous parlons. Un grand merci à cet égard à l'ami Georges Claes, dont la voix gravissime, comme chaque semaine ou presque, nous accompagne pour notre plus grande joie. Merci également au hors-série du Point sur Marx, un numéro formidable, rédigé sous la direction de Catherine Gauliot, comme tous les hors-séries du Point, et qui rassemble des textes à la fois cardinaux et inattendus. Je vous y renvoie. Retrouvez et téléchargez toutes les émissions de la semaine sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous trouverez également l'exacte bibliographie des textes cités au cours de l'émission.
Rendez-vous également demain à 10h, de 10h à 11h, où nous prolongerons cette semaine dans les nouveaux chemins de la connaissance, cette semaine sur Marx, en compagnie de Jean-François Kervégan, qui reviendra pour vous sur les premiers écrits de Marx. France Culture, il est exactement 10h59. Dans un instant, question d'époque.